Vous préférez être assis ou à la tribune? Très bien. Malek Boukherchi, il est conteur, il est producteur, il est anthropologue, il est marathonien des extrêmes. Marathonien des extrêmes, ça veut dire qu'il traverse des déserts, qu'il traverse des montagnes de moins 45 degrés à plus 45 degrés. Pendant ces traversées, il croise le sacré, il croise le merveilleux, et surtout, il vit sa passion et il nous exhorte, à nous tous, de nous dépasser et de vivre également notre passion. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, avant de basculer dans mes failles, peut-être salvatrices, je tiens aussi à exprimer ma gratitude pour ce présentiel. Parce que vous savez, la gratitude est un véritable rayon de soleil en parole. Comme on dit, savoir dire merci est plus qu'une politesse, c'est une allégresse. Parce que seul le remerciement sanctifie le quotidien à la façon dont un sourire magnifie le visage en l'illuminant. Alors peut-être, pour éclairer autrement ce colloque des profondeurs libératrices, extrêmement délicat d'enchaîner après les propos de M. Sauvé, parce que dire après ça? Que dire après de tels outrages? Que dire après de telles fabriques à malheur? Comment pardonner l'impardonnable? Comment réparer l'irréparable et demeurer dans cette persévérance d'amour en dépit des brisures, des fêlures, des cassures, des meurtrissures, des ratures, pour pouvoir toujours accueillir et embraser la vie et accueillir toutes les imperfections des êtres et toutes les poussières du monde? Comment tenir et se tenir face aux tragédies qui nous affectent tous et toutes, ici et là, ailleurs et maintenant? Bref, comment continuer à cultiver la gourmandise du futur? Et que peut-être, face à l'indicible, comme il a été expliqué, face à l'ineffable, face à l'insondable, moi je crois beaucoup en la force des mots, en la mélodie des sons, à la mélopée narrative. Vous savez déjà, jadis, un Albert Camus nous disait « Mal nommer les choses, ça apportait de l'injustice au monde ». Et en écho, un René Char enseignait « Les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d'eux ». Alors, je crois beaucoup en la création de nouveaux mots, et là, c'est la casquette du philo-conteur qui prend le relais, ou de l'anthropo-conteur, et j'essaye d'incarner peut-être un nouveau mot qui nous permet de faire face à toutes les brisures, et que peut-être de voir derrière les failles l'éveil, de voir derrière les blessures l'ouverture. J'essaye de cultiver ou d'incarner l'espérvérance. Voilà un bien joli mot peut-être qu'on devrait alimenter dans la vie de tous les jours. L'espérvérance, la concaténation de deux mots, espérance et persévérance. Pour qu'il y ait de l'espérance, il s'agit d'être dans la persévérance, et la persévérance alimente l'espérance. Et à partir de là, on est peut-être capable de pacifier le cœur, de discipliner la quête et d'exercer notre loyauté au vrai. Alors c'est pourquoi, pour le temps imparti, je vous propose un voyage narratif au pays de l'espérvérance pour essayer de voir le possible là où les autres voient l'impossible, pour essayer toujours de voir derrière les failles l'éveil. Et pour illustrer tout ça, pour incarner ces propos, je vais utiliser une de mes casquettes identitaires parmi mes différentes casquettes identitaires, l'ultra-marathon des extrêmes. Parce que peut-être, tout simplement, je crois que dans la vie, si on devait résumer l'enjeu de nos relations sociales, dire moins, être plus. Parce qu'un gramme d'exemple, dit-on, vaut une tonne de théorie. Alors reprenons ce plan de ce voyage. Pourquoi le voyage? Parce que la vie, au-delà des banalités quotidiennes, c'est un véritable voyage. Faite d'allégresse et de tristesse, de joie et de peine, on passe par les atermoiements du cœur, on emprunte des sentiers sinueux, des routes abruptes, et à chaque fois, bien sûr, on récolte alors des souvenirs. De joie ou de peine, peu importe, mais voyager, c'est se souvenir. Se souvenir, c'est raconter. Raconter, c'est savoir. Et savoir, c'est transmettre. Voilà la clé, peut-être, de nos humanités, la transmission. Et qu'en ces temps de désagrégation du réel, plus que jamais, on a besoin de se raconter, de se dire, de narrer, de raconter, d'exposer et de s'exposer. Comme il a été expliqué, on a besoin bien sûr d'espace de parole, mais qui dit espace de parole dit bien sûr espace d'écoute. Et je crois qu'on est tous et toutes des narrateurs et des conteurs. Donc je vais narrer, conter, témoigner l'espérvérance, parce que je pense que conter, raconter, c'est peut-être tout simplement modeler l'argile des mots dans ses pleins et déliés pour pouvoir faire advenir le juste, le beau et le digne. 3 ingrédients structurels de nos humanités.
Conter, raconter, c'est peut-être apporter un peu de ciel bleu ici-bas sur Terre, et plus que jamais, on a besoin de ciel bleu ici-bas sur Terre. Conter, raconter, c'est peut-être aussi transformer le petit en grand, le simple en noble, la mesure étroite en largesse magnanime. Alors, comptons l'espérance, comptons le possible et l'impossible. Et pour illustrer tout ça, l'ultramarathon des extrêmes. Parce que vous l'êtes tous, des ultramarathoniens d'extrême, sans le savoir, sur le plan de la tête, sur le plan du cœur, peut-être pas du corps, et encore, allez savoir. Et qu'est-ce que l'ultramarathon des extrêmes ? Nous sommes aujourd'hui une petite communauté de 700 personnes dans le monde à pratiquer l'ultramarathon des extrêmes, sur plus de 8 milliards d'habitants. On est très peu nombreux. Pourquoi ? Parce qu'on est capable de faire des chevauchées fantastiques de 400 km minimum, c'est les plus courtes distances en mode marche et course, et on est capable aujourd'hui de basculer jusqu'à 2000 km. Et on traverse les endroits les plus fascinants qui soient. Chez nous, quand je dis chez nous, dans la tradition berbère, on dit ces maisons aux parois de néant, un exil pour le corps, mais une véritable patrie pour l'esprit, les déserts. On traverse les déserts, toute latitude, toute longitude, déserts de sable, des déserts chauds, des déserts froids, des déserts de haute altitude, on peut aller courir à plus de 6500 mètres d'altitude, des déserts polaires à moins 50 degrés, et dans ce cas-là, la difficulté, c'est la sudation, parce que quand vous courez, et si vous n'évacuez pas la sudation, vous gelez de l'intérieur, et je ne vous parle pas comment on fait face au blizzard, comme on dit là-bas, au white-out. Donc, on traverse tout type de désert, et surtout, on est peu nombreux, parce que on utilise la boussole. Autrement dit, on n'a pas de GPS, on n'a pas de balise, on est en totale débertisson. On a la carte du désert avec nous, toujours. Alors là, vous allez me dire, une carte du désert, il y a quoi ? Eh oui, bonne question. C'est tout jaune, c'est vrai. Mais il y a les puits. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les puits, récupérer l'eau. Autrement dit, on part en totale autonomie sur 100, 150 km, et notre survie, c'est de récupérer l'eau tous les 150 km grâce à ces courses d'orientation épiques que nous traversons. Alors, bien sûr, notre destinée de vie là-bas se joue sur un geste, une intuition lucide, une décision agile qui suscite le tressaillement du destin. La vie peut basculer à tout moment parce qu'on côtoie la mort. Et là-bas, lorsqu'on pratique l'ultramarathon des extrêmes, c'est comme vous dans la vie de tous les jours. Peut-être on retrouve le goût de l'effort, de la patience et de la persévérance. Voilà d'autres qualités remarquables qui nous permettent de tenir et de se tenir et de faire face à l'improbable ou à l'insondable. Lorsqu'on pratique l'ultramarathon des extrêmes, en ce qui me concerne, vous avez un ultramarathonien particulier, je suis qu'un amateur éclairé. Je m'entraîne comme un pro, mais je suis qu'un amateur, je suis alimenté par mes autres activités, et mon seul enjeu, en ce qui me concerne, c'est de finir. Parce que finir, c'est réussir, et pour réussir, il s'agit d'insister. Ce qui m'intéresse le plus, outre les beaux paysages que nous traversons, les plus beaux paysages, ça reste les visages. Je fais tout pour rencontrer les peuples premiers, les peuples racines en tant qu'anthropologue qui existent dans les déserts. Vous avez des gens qui vivent dans le dépouillement, qui ne sont pas dans le futile, mais qui sont dans l'utile, et que peut-être ils ont des leçons à nous donner sur la manière de vivre connecté avec la nature. Donc je fais tout, quitte à faire des détours de 100, 200, 300, des fois 700 km pour aller les rencontrer. Et donc, lorsqu'on est ultramarathonien d'extrême, c'est comme dans la vie de tous les jours. On dit en anthropologie sociale qu'on fait face au monde dit des 4 I. On est tous dans un monde dit des 4 I. Insondable, impermanent, imprévisible, incertain. Tout est incertitude. Et depuis 20 ans que je pratique l'ultramarathon des extrêmes, entre les courses que j'ai préparées et quand je pars là-bas, j'ai eu que des galères, tout le temps. J'ai beau me préparer, j'ai beau tout anticiper, mais on ne peut rien anticiper parce que vous devez faire face à plein d'inconnus, à plein d'aléas. Alors il est clair que la préparation est une clé fondamentale, comme dans la vie de tous les jours. La préparation est la tutrice de l'excellence. La préparation est l'antichambre de la confiance, parce que la confiance est la langue natale de la sérénité. Et lorsqu'on est bien préparé, on peut improviser, pas l'inverse, jamais. Donc ça me permet d'improviser tout le temps quand je suis là-bas. Autrement dit, face aux 4 I dans l'ultra, j'ai appris à cultiver l'adaptance. Voilà le terme que nous employons, nous les anthropologues. L'adaptance, cette capacité à être agile, mais parce que ça fait sens. On s'adapte parce qu'il y a du sens. On cultive cette élégance du corps et du cœur qui nous fait comprendre que la vie est une tragicomédie pleine, légère, aérienne, profonde, que l'inoubliable palpite dans le furtif et que le fugace, l'éphémère, le fragile, le vulnérable constitue l'essentiel de nos vies. Pratiquer l'ultra, c'est une ode au corps et c'est une ode à la vulnérabilité des nôtres et celle des autres.
Alors, exemple de course, je n'ai pas le temps d'entrer dans les profondeurs et dans les détails, mais par exemple, juste pour vous montrer comment tout peut basculer. Il y a 1 an et quelques mois, juste avant la première congélation mondiale du mois de mars 2020, le premier vrai confinement, je suis parti en Mauritanie au mois de janvier 2020. Normalement, je n'aurais pas dû y aller, parce qu'en tant qu'amateur éclairé, je respecte la règle de la jachère naturelle, à savoir, je fonctionne en 3 temps. Quand je fais un ultramarathon des extrêmes, il faut imaginer ces 30 marathons d'affilée de suite. Après, je fais rien l'année suivante. Repos, récupération, beaucoup de vélo, beaucoup de natation, parce que ça permet d'entretenir le corps avec ces sports portés. Et l'autre année, je bascule en mode marathon où j'accompagne des jeunes, des affiliés qui sont complètement à la déperdition sociale, qui n'ont pas de parchemin diplômant. Mais si on arrive à les faire monter sur marathon, on cultive l'abnégation, la discipline et l'engagement. Voilà d'autres qualités qui permettent de reconstruire l'estime de soi. Et après, je refais un ultra. Or, en janvier 2020, normalement, je suis dans mon année de récupération, je ne dois pas partir. Et quand on me contacte, on est une petite famille, l'organisateur irlandais me dit « Malek, une nouvelle course, l'aventure absolue ». Ça ne s'est jamais fait. Alors, ça m'intéresse, parce que la plupart des aventures, elles sont relatives. Il y a un passé, il y a un historique, on peut s'appuyer sur des anciens. Et il me dit « Malek, j'organise une nouvelle course dans l'Adrar profond en Mauritanie, 1000 km en moins de 15 jours ». Là, je me dis, ça va être violent. 1000 km en moins de 15 jours. Je n'aurai pas le temps de rencontrer les gens. Parce que là, il faudra courir 90 km, 100 km jour en moyenne. Donc, ça ne m'intéresse pas dans un premier temps. Et il me dit, il y aura 95 coureurs du monde entier. D'habitude, quand on part, on est 10. On est peu nombreux. C'est pas comme sur marathon, vous avez 55 000, 60 000 coureurs qui s'alignent en ville. Nous, on part à 10. Et quand vous partez à 10, au bout d'1 heure, vous êtes tout seul dans le désert, il n'y a plus personne. Là, il y a 90 coureurs. Je me dis, génial, c'est le monde, ça m'intéresse. Et surtout, il me dit, on va démarrer de Chinguetti. Et là, je bascule. Voir Chinguetti. Chinguetti est à la Mauritanie, ce que jadis était la bibliothèque d'Alexandrie au Ptolémée. Pour ceux qui connaissent, à Chinguetti, vous avez des manuscrits du 9e, 10e, 12e siècle. Vous avez un conservateur qui va vous accueillir. Vous n'avez pas besoin d'être au CNRS comme ici en France. Allez consulter des manuscrits du 10e siècle. On va vous dire, vous êtes qui ? Jamais de la vie. Là-bas, on va vous accueillir. Je suis parti 5 jours avant pour rencontrer ce conservateur et vivre 2 jours à comprendre l'histoire sahélienne et l'histoire de la Mauritanie. Fascinant. Rien que pour Chinguetti, je suis parti. La course, un prétexte. Mais j'y vais. Pendant 1 an, je me prépare parce qu'il faut préparer le corps à 100 km. Il faut préparer le sac. 15 jours en totale autonomie. Le seul endroit, c'est l'eau. Il faut récupérer l'eau tous les 120 km. Alors, on a la course, mais ce qu'on n'a pas prévu. Et voilà les insédibles et les impondérables. La Mauritanie, depuis plus d'1 an, subit le changement climatique. Canicule terrible. Quand on est ultramarathonien, nous, on touche au réel, on touche à la nature. Et quand tu pars là-bas, 1 puits sur 3 était à sec. Et quand tu arrives devant un puits, il n'y a pas d'eau, eh bien c'est la panique, parce que tu n'as plus d'eau au bout de 10 litres. Et comment on fait ? Là, il s'agit de faire preuve d'agilité, d'adaptance. Non seulement les puits étaient à sec, le plus terrible, ce n'était même pas les puits. Le plus terrible, ça a été forcément le parcours, parce que pendant 1 an de préparation, on m'avait dit qu'on allait traverser des villages, que la piste serait extrêmement plate, autrement dit, on n'aura pas trop de dunes, on ne va pas faire de grosses montées, donc tu te prépares en conséquence. C'est pour ça que je suis parti avec une seule paire de baskets, pas besoin de prendre de baskets de rechange. 1000 km en 15 jours, une seule paire de baskets, ça sera suffisant. Et je suis parti avec du 48. D'habitude, je chose du 42. Je pars avec du 48, plus 6, parce qu'il faut faire face au gonflement des pieds. Quand vous êtes en posture verticale, pendant pratiquement plus de 12 heures, vous démarrez à 4h30 du matin, vous finissez votre course de la journée à 1h30 du matin pour faire les 90-100 km jour. Le sol est à 60 degrés, vous êtes constamment debout, le sang va affluer dans les veines, mais les pieds vont gonfler, c'est mécanique, les pieds gonflent. Et il faut anticiper les ampoules, parce que j'ai besoin d'espace dans la paire de baskets. Et bien à la fin de la course, je n'ai pas fait du 48, j'ai fait du 49 3/4. J'ai dû même exploser la paire de baskets, j'avais plus de place. Parce que beaucoup d'ampoules, et le plus dur, c'est même pas les ampoules. Le plus dur, c'est le tracé. Pas de piste. La Mauritanie, à 70%, est un désert de montagne. Pas une seule fois, j'avais anticipé la montagne. Et quand, au bout de 4 jours, au bout de 350 km, tu fais face à la montagne, avec une paire de 48, tu sais que ça va bouger dans tous les sens. Ton pied, donc les ampoules vont arriver. Dans ma tête, j'avais parlé avec mes pieds en leur disant les ampoules au bout de 7 jours, pas avant. Au bout de 4 jours, les ampoules arrivent. 15 ampoules dans chaque pied, la voûte plantaire qui va exploser et vous êtes tout seul. Si vous abandonnez, personne ne vient vous récupérer.
il n'y a pas de balise, il n'y a pas de GPS. Mais l'espérvérance me permet de tenir et de tenir. Parce que non seulement je cours pour sublimer le corps, mais je cours toujours associé à une cause solidaire. Je suis toujours partenaire avec des lycées et des collèges du 9-3 pour montrer à la jeunesse des affiliés ou des œuvrés qu'on peut toujours faire du beau avec pas grand-chose. Donc j'essaye d'être valeur d'exemplarité pour ces jeunes. On essaye de tenir malgré tout, même si c'est compliqué, même si on se dit à un moment donné, quand vous êtes là-bas, et que peut-être ça vous est arrivé à tous et à toutes, d'avoir la tête vide, la volonté désertée, les lèvres incapables de prononcer la moindre parole cohérente, parce que vous vous dites « Putain, qu'est-ce que je suis venu foutre dans cette galère? À quoi ça sert ?» Et c'est ce qui m'est arrivé là-haut, là-bas, au bout de 3 jours. Qu'est-ce que je suis venu foutre là? Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Peut-être tout simplement faire silence. Parce que faire silence, c'est peut-être l'occasion de faire taire en soi les voix discordantes, les dissonances, les agitations, les accaparements, les peurs, les doutes négatifs, pour pouvoir se réunifier, restaurer l'unité et rétablir l'harmonie pour mieux repartir au combat. Et j'ai changé ma manière de courir. Ça ne sera pas 15 jours, je m'en fous des 15 jours, je vais rester 20 jours pour pouvoir traverser le désert mauritanien. Et sur les 20 jours, je vais perdre 20 kilos. Voûte plantaire explosée, mais on tient parce qu'il y a une raison d'être. Et que peut-être, grâce à l'espérvérance, cette persévérance de l'espérance, grâce à l'ultra, et vous l'êtes tous, j'ai appris à devenir un alchimiste. Et vous êtes tous et toutes des alchimistes situationnels ou relationnels, dans cette capacité à transformer les énigmes en apprentissage, à transformer les incertitudes en projets, à transformer les blocages en opportunités, à transformer le négatif d'une situation en positif, bref, à transformer les pépins en pépites, parce que la vie, c'est que ça. Il s'agit de prendre rendez-vous avec notre guide intérieur qui est notre corps, dans cette capacité à transformer le dur en doux, le pesant en léger et peut-être tout simplement la douleur en douceur. À partir de là, grâce à l'espérvérance et en guise de propos d'étape, je crois que, à l'image de la vie, dans sa transparente fugacité et dans l'épaisseur de la durée, lorsqu'on est ultramarathonien d'extrême, et vous l'êtes dans la manière d'être, c'est emprunter tout simplement le chemin de la volonté dense et de la décision intense. Parce que vivre, c'est explorer ses limites. Vivre, c'est accueillir ses failles. Et vivre, c'est s'engager dans l'aventure intérieure, celle de croire toujours en soi encore et encore. Et qu'est-ce qui va alimenter cette croyance en soi, aux autres et au monde, cette espérvérance? Un seul carburant essentiel qui existe depuis l'aube des temps. Et je crois que c'est ce grand poète mystique, soufi, El-Khazali, XIe siècle, qui nous l'enseigne. À cette époque, là-bas, en terre arabo-moyenne-orientale, la pandémie sévit, la peste. Des médecins se réunissent et se disent que faire, comment lutter face à la peste qui est en train de tout ravager. Et il y a un médecin qui prend la parole et qui dit « La meilleure médecine pour lutter contre tous les fléaux, contre toutes les maladies qui affectent tous les corps sociaux, individuels et collectifs, l'amour. » On rigole, on le regarde avec des grands yeux, on lui dit « Mais n'importe quoi, l'amour, on est des rationnels, on est des scientifiques. Qu'est-ce que tu racontes ?» Et on lui dit « Et si ça ne marche pas, tu fais quoi ?» Alors le médecin les regarde et leur dit « Augmentez la dose, tout simplement. » Et que peut-être, pour terminer, j'aimerais finir avec la plus grande ultramarathonienne de l'extrême que je connaisse. Cette femme qui l'a été sur le plan du cœur, sur le plan de la tête, parce qu'elle a vécu une vie riche de failles, riche d'éveil, riche d'espérance et de tristesse. Son père s'est fourvoyé avec le nazisme. Elle a dû fuir son père, l'Angleterre, pour se réfugier aux Pays-Bas, cachée pendant 3 ans sous un lit, ce qui ne l'a pas empêché, 50 ans après, de revoir son père en Irlande, en prison, et lui pardonner. Pardonner ne veut pas dire oublier, pardonner ne veut pas dire cautionner, mais elle a eu cette force. On dit que le pardon, c'est l'attribut des forts. Et surtout, elle est devenue l'égérie d'Hollywood, l'égérie d'Alfred Hitchcock. Elle est devenue une actrice. Je vous parle d'une actrice ultramarathonienne, pétillante, sémillante, lumineuse. Et je crois que nous tous, en tout cas en ce qui me concerne, jadis je suis tombé amoureux d'elle, mais je crois que beaucoup est amoureux de cette femme qui n'est plus. Elle est devenue à la fin ambassadrice de l'UNICEF, car elle croyait en la transmission, en l'éducation. Je parle de la belle Audrey Hepburn. Et à la fin de sa vie, lorsqu'on lui demandait « Mais madame, quel est le secret de votre ténacité? Qu'est-ce qui vous a permis d'embarquer et de fédérer les gens? Comment vous avez su faire face à toutes les difficultés ?» Elle répondait ceci. Elle disait « Pour avoir des lèvres attirantes, prononcer des paroles de bonté. Pour avoir de beaux yeux, regardez ce qu'il y a de beau chez les gens. Pour être dans l'élégance comportementale, partagez votre repas avec celles et ceux qui ont faim. Et enfin, pour avoir de beaux cheveux, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chauves. Alors je vais rajouter
un beau crâne, pour tous les crânes solidaires de la salle, ici présents, et il y en a quelques-uns, pour avoir des beaux cheveux et un joli crâne. Faites en sorte qu'un enfant puisse y passer sa main chaque jour avec tendresse, car la tendresse est à l'amour, ce que le soleil est à l'été, ce que les couleurs sont à l'automne, ce que les fleurs sont au printemps, ce que la neige est à l'hiver. C'est la mélodie sublime de la relation à soi, aux autres et au monde. C'est ce que je vous souhaite. Merci, Malik. Merci.